Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et ce soir, c'est presque un triptyque en ce moment sur cette chaîne, puisqu'on enchaîne trois échanges avec la même personne que vous connaissez bien sur cette chaîne. Et c'est de fait une personne de qualité, d'où le fait qu'elle est de manière récurrente sur la chaîne. C'est ce cher ami Jude Melon. Jude Melon, d'abord, première question, comment vas-tu? Alors bonsoir à toutes et à tous, c'est très très bien, très hâte de poursuivre notre pérégrination Xavier Janssienne, j'aime beaucoup, très joli. Et là en plus on a parlé d'un film qu'on a revu tous les deux, parce que moi je l'avais déjà vu, toi aussi, et on est moins en mode découverte, on va dire fracassante, comme ce fut le cas sur The Crucifixion, qui nous a fracassé au mur même. Hein. Mais là on risque d'avoir un autre discours, je ne sais pas pourquoi. Voilà. J'anticipe. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement les films se suivent et ne se ressemblent pas, et les avis que nous avons dessus certainement aussi. Quoi qu'on n'en a pas encore parlé encore, donc on peut encore avoir un doute quant à l'avis de l'autre, mais je pense que bon, il y a quelque chose, une petite émulation qui se crée quand même autour de ça. Alors il sera la question soit effectivement de Coleskin, donc film sorti en 2017, film qui n'est pas sorti en France, sorti en direct ou DVD en tout cas. Par contre, qui est sorti en Espagne puisque c'est une coproduction franco-espagnole et une adaptation d'un ouvrage espagnol à succès, qui s'appelle donc La Pelfreda en catalan, de Senior Pignol, parce que je ne me rappelle plus du tout en fait du prénom du monsieur, mais de Monsieur Pignol. Voilà, Albert Sanchez Pignol, un auteur catalan. Donc une œuvre qu'on n'a pas lu de tous les deux, pour le coup on n'a pas découvert, on découvre vraiment le film en tant que tel. Donc pour le coup c'est aussi intéressant de parler du film et de Xavier Jans également, et de la manière dont il va le travailler en tous les cas. Donc film étrange finalement dans la filmographie aussi mais en fait tous les films finalement comme je disais tout à l'heure se suivent et ne se ressemblent pas. On est quand même toujours dans du fantastique avec quelques, si je puis dire, occurrences horrifiques quand même. Il y a un petit peu ça aussi. Film très étonnant qui pour moi en fait en plus je trouve il est intéressant parce qu'il pour moi réveille chez moi énormément de références diverses et variées, cinématographiques, littéraires, mais on va en parler, philosophiques également, puisque ça s'ouvre pour le coup sur 2 citations de Nietzsche aussi, donc c'est un petit peu charmant encore, et ça me touche aussi beaucoup là-dessus. Donc globalement, pour raconter l'histoire, c'est relativement simple. On est en 1914, donc à l'aube de la Première Guerre mondiale, et ça aura une importance capitale. On suit un personnage donc, qui est sur un bateau, qui va aller s'isoler sur une île, qui fuit un petit peu la civilisation, pour diverses raisons d'ailleurs dont on n'apprendra pas tout. Ça reste un petit peu flou en fait tout ce qui est autour de ça, mais c'est aussi ça qui est intéressant, pourquoi il s'éloigne de la civilisation, même si on a des bribes, des éléments qui nous sont et des choses qu'on peut aussi déduire un petit peu de tout ce qui se passe ici. Il va s'installer en tant que météorologue, puisque sur l'île il y a un météorologue qui a disparu. On nous apprendra du typhus selon l'autre habitant de l'île, qui est donc un gardien de phare quelque peu bourru, interprété par l'incroyable Feu Ray Stevenson, qui est un personnage haut en couleur, extrêmement intéressant, mais on en parlera plus en détail. Et donc ils vont vivre chacun de leur côté, puisque lui il a une petite maison qui est sur l'île en tant que météorologue, donc il va faire ses petits relevés réguliers. Et de l'autre côté, donc nous avons donc le phare qui est habité donc par ce gardien de phare ici. Et la première nuit, il va se dérouler des choses plutôt étranges. Je sais pas si je rentre tout de suite dans les détails, mais il va se dérouler des choses plutôt étranges à base de monstres venus ou d'étrangetés venues des flots qui entourent l'île. Voilà, pour rester un petit peu très très vague, et il va se nouer quelque chose finalement entre ce gardien de phare et ce météorologue, et leur relation va évoluer au fur et à mesure, eu égard finalement à cette agression, si je puis dire, extérieure, pour rester pour l'instant très flou. Voilà, j'essaie de résumer ça, je sais pas si c'est très clair, je suis pas un pro du synopsis, mais globalement voilà, c'est résumé. Voilà, on a un séjour sur une île un petit peu isolé, et un parcours entre 2 personnages de reconnaissance, de relations interpersonnelles qui va se tisser entre ces 2 personnages là. Eh ben écoute Julien, je vais commencer d'abord par te lancer. Écoute, qu'as-tu pensé pour le coup de ce revisionnage, puisque tous les deux on l'avait visionné? Quelle est ta relation parce que là je peux te poser la question vraiment, quelle est ta relation avec ce film là pour le coup, puisque c'est une relation qui a déjà un certain temps, qui a un vécu si je puis dire, qui a un passif. Et voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce Coleskin? Alors c'était à l'époque 2019 on l'a sorti en DVD en France. D'ailleurs à l'époque on avait passé un petit coup de gueule, je me souviens, avec l'ami Nicolas, anciennement Artopolis, qu'on salue s'il nous écoute ici, parce que on avait découvert ce film à peu près en même temps, en pestant sur le fait que en France il a fallu attendre 2 ans et qu'on ne l'ait pas eu en salle, ce qui est un petit peu scandaleux. C'est une époque où malheureusement le cinéma un peu plus fantastique, genré, horrifique français avait
perçait moins, mais ça s'est amélioré depuis. Il y a plus de sorties, on va dire, en salle quand même là. Il y a eu une petite résurgence, surtout depuis le Covid un petit peu, où certaines productions un peu plus underground ont pu sortir, enfin après la réouverture des salles. Depuis, on fait un peu plus confiance. Et c'est un film qui m'avait attiré de suite par. Alors il y avait c'était un visuel en fait qui m'avait donné envie. Je crois que c'était l'affiche du film en Espagne à l'époque qui reprenait une magnifique peinture. Je crois que c'est Friedrich, le peintre, voyageur qui regarde la mer comme cela. Et c'est vrai que c'est pas que ça singe cela. Je pense que c'est voulu aussi sur l'illustration, mais c'est l'idée quoi. L'humain face un petit peu à l'immensité et la solitude au milieu de nulle part. Et c'est marrant parce que c'est sorti, je crois, la même année en DVD que The Lighthouse au cinéma de Robert Eggers. C'est vrai qu'on ne peut que y penser par moment. On se demande même si Robert Eggers n'a pas fait un petit voyage en Espagne en 2017. Je sais pas s'il l'avait scénarisé de Lighthouse. Je pense que oui. Hein. Mais bon. Après, la figure de la solitude sur un phare avec la folie et tout, c'est assez habituel aussi. C'est l'aliénation un peu d'un être humain qui veut justement fuir la société parce que, en plus, tu l'as dit, 1914, la guerre arrive et on sent que le monde est en train de basculer. Et je suis tombé dessus, c'est assez intéressant parce que de l'époque, bah oui, c'était mon premier Xavier Jeans. C'était mon premier Xavier Jeans et on me l'avait entre guillemets vendu comme un réalisateur assez horrifique, frontal, bah sûrement pour Frontière, hein, j'imagine. Et je découvre ça avec une œuvre qui a un côté contemplatif poétique, mais poétique viscéral aussi, dans le rapport à la folie humaine et au monstre. Le monstre qui nous attaque ou le monstre que l'on devient. Qui est le monstre? D'ailleurs, c'est là-dessus que le film s'ouvre. Hein. C'est nietzschéen. Je sais pas, tu pourras peut-être préciser là-dessus dans quel moment de sa carrière ou dans quel livre il a fait cette citation, Nietzsche, s'il y a quelque chose derrière, outre, parce que une citation sortie du contexte comme cela, mais elle est assez connue. Hein. On contemplait la vie. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'elle est utilisée dans le cinéma d'horreur en plus, hein, parce que c'est un truc que tu retrouves dans le Vorace d'Antonia Bird. Il y a une ouverture là-dessus aussi. Enfin, c'est un truc qui est récurrent dans le cinéma d'horreur hein, quand même. Et c'est vrai que la question du monstre, elle est là. C'est qu'on voit quelqu'un qui est là depuis un certain temps, qui visiblement a perdu contact avec la réalité. Hein. La solitude, ça l'a bien travaillé, avec les cheveux hirsutes et tout, la Ray Stevenson. La première fois qu'on le voit, disons qu'il fait un gros contraste avec le jeune homme qui débarque en mode voix off, hein, parce que c'est très littéraire. Je pense que Xavier Jeans, il reprend pas mal le livre là-dessus. Voilà, il fait son petit examen de conscience. Je suis en fuite de la société. Tu vois, c'est presque un peu barbant, poussif par moment, mais en fait, ça rentre parfaitement dans l'ambiance. C'est ça qui est étonnant. Ce côté voix off, qui questionne, qui philosophe un petit peu. Et les deux sont hyper opposés et vont devoir survivre ensemble pendant 1 an. Et on sent que ça va être compliqué. Et puis évidemment, sans mentir très vite, Coldskin, c'est pas parce que ils ont froid hein, spécialement. C'est que il y a des petites bestioles à peau froide. Et là, on rentre dans quelque chose qui m'intéresse énormément parce que je suis un amateur lecteur de Lovecraft. Qui a été un artiste sur la peur un petit peu humaine et tout. D'ailleurs, c'est vraiment doublement Lovecraft ici, parce qu'il y a la créature du culte de Dagon, le cauchemar d'Innsmouth, si vous voulez, mais délocalisé sur l'île, qui est au loin, et aussi cette horreur indicible humaine où la perception de la réalité, la folie s'empare des personnages, surtout de notre gardien des phares. Donc on a doublement Lovecraft là. Et après ça déroule. Et en fait le film réussit un petit miracle, même si parfois c'est aussi sa limite, c'est un peu entre les deux, ça jongle, c'est qu'il tient sur pas grand chose au niveau intrigue, finalement, ça déroule derrière sur ces deux personnages, sur les créatures, et sur les relations particulières, là on en dira plus dans la version spoiler, mais entre une des créatures et un humain, et les humains au final. Et là ça questionne vraiment sur la place de l'être humain et comment les humains surtout... on va dire, interagissent avec d'autres espèces. Je pense qu'il y a une question là-dessus sur rapport humains-animaux, oui, mais aussi peut-être sur des rapports de la colonisation. Je crois que le roman de base parle de cela. C'est une critique allégorique sur on va dire, décalée sur la colonisation espagnole en Amérique du Sud, par exemple, los conquistadores, par exemple. Je pense qu'il y a une réflexion humaine comme quoi, finalement, bon, là, en 1914, il y a moins d'esclavage déjà, oui, l'esclavage est aboli, mais il y a encore des colonies, il y a encore des choses qui sont à améliorer. Et c'est peut-être ça aussi, ces deux êtres humains qui ont voulu fuir une société qui les, on va dire, dépecte, mais qui peut-être, pour moi, du moins pour l'un d'entre eux, reproduisent certaines erreurs, hein, comme si c'était dans le gène humain en fait. Et évidemment, l'opposition entre
le gardien du phare qui a un nom particulier, je sais plus, Gruner, je crois. Oui, Gruner aussi, ouais. Assez particulier, et l'autre qui débarque dont on ne saura jamais le nom. C'est pas un spoil, en fait, c'est amusant, c'est le narrateur, c'est Friend, c'est l'ami, quoi. C'est intéressant d'ailleurs le côté name dropping ou non des deux personnages, ça on y reviendra dans la spoiler. Et voilà, cette relation qui est particulière et qui est très littéraire aussi, parce qu'il y a toujours des écrits, je crois qu'il y a l'enfer de Dante qui traîne aussi dans le coin, voilà. Et c'est très intéressant de voir que Xavier Jeance ici, il prend en main l'art littéraire pour servir son cinéma. Et il prouve ici ce qu'on savait déjà avant, mais ce qu'on voyait pas forcément parce que c'est des films de commande, c'est qu'il a ce savoir-faire artistique qui lui permet justement d'avoir une vision d'auteur, parce que là, on est vraiment là dans son cinéma d'auteur, et je pense, faudrait lui demander, hein, s'il nous écoute, je pense que c'est son film, c'est peut-être le film dont il est le plus fier, du moins à l'époque, parce que Farang, je pense qu'il doit en être très fier, pour d'autres raisons, mais là aussi sur un côté approche un peu plus philosophique et contemplative, mais je pense que c'était à l'époque son œuvre la plus aboutie, avec peut-être Frontières, mais autrement. Frontières, c'est le premier brut de décoffrage, quoi. Mais peut-être l'œuvre la plus personnelle de son auteur, quoi. Après, je sais pas s'il avait scénarisé, non, il a pas scénarisé, mais bon, il a vraiment pris en main le truc, quoi, on sent. Et à des moments de caméra, un peu sur des mouvements de caméra, on reconnaît la patte des Xavier Jeance qu'on voyait quand il se faisait plaisir, même sur certains films un peu, on va dire moyens précédents. Donc oui, Colskin, à date, là, à ce moment-là, c'était mon film préféré de Xavier Jeance. Et je pense que, ouais, tu seras pas loin d'être d'accord avec moi, je sens là. Je te vois opiner du chef, donc mais vous ne voyez pas, mais moi je vois, parce que nous c'est en podcast, mais voilà. Alors mon cher Romain, là tu peux te lâcher, philosophie, littérature, cinéma, peinture, là c'est pour toi ça. Ah mais je pine totalement, je trouve que pour moi c'est aujourd'hui, et c'est vrai qu'on parlera de Farang un petit peu plus tard, mais je trouve que c'est deux films finalement qui sont très proches, c'est pour moi deux films qui sont très beaux, qui ont effectivement des vraies vérités philosophiques. Qui ont un référentiel très chargé. Je sais que moi quand je revois le film, tu parlais de Lighthouse qui est sorti donc en 2019, quand est sorti en DVD pour le coup. Colskin, je trouve que c'est des films qui sont mine de rien proches et qui ont en même temps un traitement très différent. En fait, c'est vraiment deux postures différentes. L'un qui est pour le coup chez Robert Eggers, qui est très aride, désagréable avec ce noir et blanc, ces 4/3 très étriqués, etc. Là, je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus emphatique, de beaucoup plus dramaturgiquement, on va dire emphatique. Je trouve c'est assez intéressant. Il y a quelque chose à la fois d'épique parfois et de profondément intime en même temps. Il arrive pas mal à conjuguer en fait des éléments un peu paradoxaux. C'est hyper intéressant. Et je trouve il y a pas mal d'autres films auxquels pour le coup ça m'a fait cogiter en revoyant le film. Pour le coup, j'ai pensé à un film de Wolfgang Petersen que j'aime beaucoup, qui s'appelle Enemy aussi, oui, qui je trouve ressemble énormément dans la relation la forme de l'eau. La forme de l'eau qui sort la même année de Del Toro, c'est voilà. Très amusant. Et là, ben voilà, je dirais, c'était le deuxième élément aussi qui pour moi référence. C'est aussi certainement parce que c'est un film qui est aussi, je trouve, très hispanique. Et voilà, moi j'ai effectivement ce rapprochement qui est pour moi évident effectivement avec Del Toro, qui est un amoureux aussi de ces créatures humanoïdes aquatiques. Effectivement, la forme de l'eau, effectivement le personnage de Eb Sapiens dans Hellboy, etc. Qui a une vraie fascination pour Del Toro, enfin ces formes, cette typologie de monstrueuse, c'est un truc qu'on retrouve très souvent chez lui. Et donc je retrouve, sans dire encore une fois, il n'y a pas cette idée qu'on est dans du Del Toro en moins bien, c'est pas du tout ça, hein. Ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du truc multi-référentiel. On parle effectivement de Lovecraft, il y a les bouquins de Stevenson qui aussi sont dans une des bibliothèques, il y a l'enfer de Dante, il y a tout chez Sola, donc effectivement c'est un film qui est très littéraire, qui est, je trouve, très érudit. C'est un truc qu'on n'avait pas forcément vu en fait dans les autres films de Xavier Jeance. Il y a une vraie érudition, et là je trouve que ça se révèle vraiment ici. Effectivement, dans tout un tas de domaines artistiques différents. Tu parlais de la peinture, le plan effectivement qui était sur cette affiche, c'est un truc qu'on retrouvait également, qu'on retrouve dans le film en fait également. Il y a un moment véritablement où quand le personnage va se poser auprès de la mer, il y a effectivement ce voyageur contemplant une mer agitée. Je crois que je sais plus exactement le titre. Effectivement, c'est quelque chose comme ça. Je crois que je l'avais noté de côté pour avoir le nom. Contemplant, voilà, une mer de nuages. Pardon, c'est plutôt ça. Et
Je trouve que ça, on le retrouve immédiatement, en fait. Il y a quelque chose du spleen baudelairien dans ça, en fait, quand il est dans la contemplation aussi de ces endroits-là, que je trouve vraiment cool. Il y a quelque chose du sublime kantien, puisque c'est ce que Kant ramène quand il dit justement que c'est face à la force de la nature que finalement on se retrouve à contempler le sublime, cette force qui peut nous plier en pas grand-chose, en rien. Donc effectivement, je rebondis sur ce que tu disais, il y a effectivement quelque chose sur ce rapport de l'homme à la nature, sur ce rapport de l'homme à la solitude au cœur d'une nature très peu hospitalière. Il y a ce lien effectivement entre l'homme et l'animal. D'ailleurs, moi, c'est un film, en le revoyant hier, que je vais montrer à mes premiers HLP en fin d'année. Je pense que c'est le film que je leur montrerai, parce que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'hyper intéressant sur son rapport à l'animalité, à sa propre animalité, parce qu'effectivement, le personnage du gardien de phare, dans son côté complètement hirsute, soumis à ses pulsions de violence et sexuelle, on en parlera, il y a quelque chose de très animal, où il y a quelque chose où il est revenu à une forme d'animalité aussi. Et finalement, les monstres qui sont en face sont beaucoup plus humains, donc il y a cette idée, voilà, effectivement, qui est le vrai monstre. Et puis il y a quelque chose qui est très Xavier Jancien, si je puis dire, derrière, comme pour reprendre ta terminologie, c'est qu'il y a ces questionnements toujours aussi, alors, à quoi tient mon humanité? C'est quelque chose qui était très présent dans The Divide, où à quel moment en fait on basculait, et qu'est-ce qui fait que je suis humain, et à quel moment ça s'arrête, à quel moment il y a de la porosité entre l'humanité, et pour le coup pas l'animalité, mais plutôt la bestialité, parce qu'on parle de bestialité plutôt en philosophie, c'est-à-dire l'utilisation de sa raison pour faire le pire finalement. Seul l'homme est capable d'être bestial, l'animal n'est pas bestial à proprement parler. Donc je trouve qu'il y a tous ces concepts qui s'articulent hyper bien, et tout ça sans jamais à aucun moment avoir une sorte de recul abstrait qui prendrait de haut le genre, qui prendrait de haut la mythologie qu'il convoque, qui prendrait de haut les grands sentiments que le film convoque, parce que le film a quelque chose, il est dans le pathos à plein de moments, et pourtant il le fait merveilleusement bien. Moi j'aime ces moments-là en fait où il en fait beaucoup. Certains diront il en fait des caisses. Oui, il en fait beaucoup, mais je trouve que justement c'est totalement légitime dans ce cadre-là. Mais on y reviendra quand on parlera justement de cette relation avec cette créature qui est quand même hyper importante et qui est centrale dans le film. Ouais, t'as bien fait de souligner par rapport à The Divide, on est dans une autre forme de huis clos là. C'est pas le huis clos souterrain underground post-apocalyptique, c'est un huis clos à ciel ouvert. Avec la menace extérieure autre, elle est là, quoi, finalement elle est plus intérieure, c'est comme dans The Divide au final. Oui. Et avec cette idée, alors là c'est pas post-apocalyptique, c'est potentiellement pré-apocalyptique avant la guerre, parce qu'à l'époque, forcément, oui, on sentait les problèmes arriver et on savait pas où ça allait mener. La der des der, soi-disant. Hein. Voilà. Espérons que la deuxième, du coup, a été vraiment la der des der. Hein. Bon, avec toutes les guerres qu'il y a eu dans tout le monde depuis, voilà, peut-on parler de der? Et c'est vrai que c'est intéressant parce que là, tu l'as dit, le début, il convoque une forme de pathos, je sais pas, j'ai envie de dire d'élan littéraire. Oui, c'est vraiment ça. C'est pour ça que la narration va off. Au début, tu te dis oui, bon. Mais en fait, tu comprends. C'est l'adaptation d'un bouquin. Il veut se coller au texte parce qu'il y a un très beau texte. Il y a aussi un poème de Yeats qui est convoqué. Ouais. Donc, il y a vraiment tous les arts possibles là. Pas la sculpture, quoique le corps des créatures est assez sculpté aussi de façon. Enfin, c'est du palpable. Alors, il y a des effets numériques aussi. Malheureusement, des fois, bon, ils sont obligés. Bon, après, le petit budget fait que, mais sinon, les créatures, c'est du maquillage et tout, ça se voit, quoi. Et cette idée aussi, dès le début, on prend le temps, l'arrivée, on filme le bateau en souterrain avec les dauphins, on sent qu'il y a quelque chose en dessous. Voilà. Il y a de la vie sous cette mer et ça annonce déjà ce qu'il va y avoir. Et puis, il construit les lieux, quoi. Il y a ce phare, il y a au début, on voit le nom de Gruner, là, sur de fontaine, il a écrit, c'est déjà approprier les lieux. Alors qu'on entend une créature envoyée derrière, c'est trop mignon. C'est pas la même, mais et puis c'est vraiment, il y a aussi les épaves autour. Enfin, il y a un petit côté aussi Jules Verne, mais Jules Verne n'a jamais écrit sur un gardien de phare, je crois pas en tout cas. Mais cette idée de perdition un peu comme cela et le regard sur la société, quand on pense au capitaine Nemo qui avait un regard sur l'humanité assez particulier, hein, par exemple, on est un petit peu là-dessus aussi. Et je pense que Xavier Jeance, il a profité de ce film pour déballer ses obsessions, ce qu'il a aimé lire, voir. Je sais pas s'il a eu le dernier mot sur la référence à la peinture en question, mais oui, c'est vrai que quand on y pense, quand tu vois cette peinture dont on a parlé là, ce n'est pas la mer, hein, c'est une mer de nuages en haut d'une montagne, mais l'illusion d'optique est parfaite, quoi. L'immensité est la même face à cette solitude. Et je pense que Xavier Jeance s'est artistiquement fait plaisir comme jamais là. Et enfin, débarrassé de certains trucs, parce que je pense qu'il a eu plus de contrôle aussi sur son œuvre là, ça se sent.
Même s'il y avait scénariste, il y avait le bouquin de base, mais comme il a dû beaucoup aimer le livre, ça a dû être facile pour lui. On sent cette fluidité. J'ai même envie de dire que le seul vrai défaut du film, c'est qu'il a peut-être trop aimé le livre, tu vois, Xavier Jeance. Il a pas fait comme le disait notre cher Alejandro Jodorowsky là dans Jodorowsky's Dune là. Il dit rape the bride, comme il disait. Voilà. Je sais pas si vous avez la référence dans. Vous parlez de l'adaptation de Dune où il voulait complètement dénaturer le bouquin de base. Non, là c'est l'inverse. Et je pense que c'est aussi parce qu'il a aimé le matériau et il s'est dit je vais faire quelque chose là-dessus. Et c'est vrai que le visuel là-dessus, alors oui, Guillermo del Toro, c'est pas de sa faute, hein, c'est sorti la même année, hein, vraiment en même temps, hein, La Forme de l'eau. Puis c'est pas la même chose au final, à part la créature. C'est pas tout à fait la même chose non plus. Mais il y a quand même des questionnements humains qui sont là avec l'amour aussi. C'est particulier quand même. Hein. Qui protège qui, pourquoi, qui utilise qui, et à quel dessin, et pourquoi s'isoler, on sait pas vraiment, mais on comprend. Et au final, peut-être qu'on peut rebondir là-dessus, après on va spoiler, je pense, hein, ça va pas tarder, mais Gruner et l'homme anonyme, c'est des personnes qui sont très proches l'une de l'autre, même si elles sont différentes. C'est ce destin qui les attend. Voilà, c'est des gens qui ont quitté la société pour des raisons particulières, et qui embrassent une aliénation ici, l'un pour se ressourcer, l'autre, on sent qu'il est en perdition, et il se passe ce qui se passe. Et c'est vrai qu'il y a des scènes répétitives d'attaque aussi, c'est très intéressant, ça, le côté routinier et hop, time-lapse presque, c'est là où c'est un peu trop numérique par moment. Et c'est un film particulier, quand même. C'est presque un peu jeu vidéo par moment à ce niveau-là, tu vois. Où il y a les attaques, il faut défendre le phare, et les attaques. C'est un film qui est très intéressant là-dessus. Peut-être parfois un peu long, mais très intéressant quand même. Voilà. J'essaie de trouver vaguement des défauts quand même, hein, parce que, Non, mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là, en fait. En plus, ce qui me ramène beaucoup à Del Toro aussi. Peut-être, justement, c'est peut-être un élan très hispanique aussi, et qui est certainement, tributaire un petit peu, enfin, conséquentiel au bouquin aussi. C'est que je trouve dans cette approche du fantastique, de jouer sur une sorte d'espace symbolique, qui finalement nous raconte cette guerre qui est en train de se dérouler en Europe, au cœur de l'Europe à ce moment-là, avec cette idée qu'on est sur une guerre de tranchées, avec ce côté répétitif, routinier de ces mecs qui sont dans ce phare, alors qui est pour le coup pas quelque chose qui est sous le sol, mais quelque chose qui est au-dessus du sol, qui se dresse au-delà du sol, sur lequel quand il arrive, quand il découvre la première fois le phare, il y a des pieux qui sont partout sur les côtés pour éviter parce qu'il entend qu'il y a quelque chose qui essaie de grimper, ou en tout cas on essaie d'éviter ce truc-là. Et effectivement, il y a ces assauts, la deuxième tranchée c'est la mer, et donc il y a cette tranchée qui à un moment donné vont se confronter, et je trouve qu'il y a cette manière de guerre de tranchées qui est vraiment intéressante, et qui amène effectivement ce côté routinier aussi, qu'il y avait dans les guerres de tranchées, de vivre là-dedans, de vivre dans une condition de guerre continuellement, dans une sorte d'état de siège continuel, dans ce no man's land, parce que c'est un no man's land qui est posé ici, et c'est hyper intéressant, je trouve, de lier ces trucs-là. Je pense Del Toro, parce que c'est le cas, les références à la guerre, enfin à la guerre civile en Espagne, etc., c'est des trucs qui est de manière très récurrente, mais que finalement Del Toro ne montre jamais. Il montre toujours quelque chose qui est un peu en dehors de cette guerre, en dehors de cet affrontement, mais qui en est un symptôme. Et c'est le fantastique qui va s'immiscer à l'intérieur de cette situation finalement quotidienne, qui va nous parler de la guerre à distance sans en montrer quelque chose, à travers le point de vue des enfants dans Les Chines du Diable par exemple. Et je trouve ça hyper intéressant de traiter comme ça, et je trouve que pour le coup, l'idée encore une fois, c'est pas de dire je veux pas non plus le caca du genre, parce que c'est un film de Xavier Jeance vraiment, mais je trouve qu'il y a et je pense que c'est plutôt, voilà, encore une fois, dû au bouquin de base, c'est quelque chose d'effectivement de très hispanique, en tout cas dans le traitement du fantastique, comme finalement une sorte d'émanation de quelque chose de très concret, qui est pour le coup ici la guerre. Et je trouve ça hyper intéressant. Et tu parlais du personnage donc qui est interprété par Ray Stevenson, que moi je trouve un personnage aussi très intéressant, parce qu'il est, et on y reviendra certainement dans la zone spoiler, tu parlais de destin tout à l'heure, il est finalement effectivement le double de ce personnage-là, du personnage donc de celui qui arrive du météorologue, c'est le double finalement. Et on va dire la construction cyclique du film, puisqu'il y a quelque chose à la fin dont je ne vais pas parler tout de suite avant qu'on ait dit qu'on bascule dans la zone spoiler, ramène finalement à ce que ce personnage est presque lui et son devenir, ce qu'il voit, le destin inexorable finalement vers lequel il tend. Même si effectivement son évolution va amener à ce qu'il en soit une autre itération de ce personnage-là, mais on le retrouve dans une certaine mesure évolué quand même dans quelque chose d'assez similaire, mais pas totalement. Je pense que l'extériorité trahit quelque chose et l'intériorité est différente. Et je voudrais rebondir sur un dernier petit truc aussi que tu disais sur la question des monstres, pour rester dans la zone hors spoiler. C'est vrai qu'il y a, et je pense effectivement tu as raison, c'est un des maigres défauts que je trouve au film, c'est effectivement lors de ces affrontements,
Alors effectivement, je pense qu'il y a une question de budget aussi derrière ça. Il y a plein de plans très intéressants où on voit effectivement cette horde attaquer le phare de créatures qui sont une masse un petit peu informe qui attaquent en fait le phare. Et là, c'est très numérique. C'est vrai que c'est problématique. Moi, ça me pose problème. Il y a même pas cas pour une autre créature qui est importante, qu'on voit à la fin, qu'on voit beaucoup plus courtement, beaucoup plus brièvement, mais qui a une importance capitale dans le récit. Qui, moi, je pense, c'est dommage. On aurait dû justement ne pas la faire en numérique. Je trouve que c'est un tout petit peu dommage. Par contre, celle que l'on suit, celle qu'on voit principalement, la créature, qui intervient assez vite dans le récit, hein, d'ailleurs, moi, je la trouve superbe. Elle est vraiment magnifique. Elle est faite tout en prothèse et en maquillage, et je la trouve extrêmement belle. Et je trouve que c'est important effectivement de lui avoir donné. Mine de rien, je trouve ça plutôt intéressant et plutôt malin. Alors encore une fois, je sais pas si c'est des questions de contraintes budgétaires ou autres, mais je trouve ça plutôt malin en fait d'en avoir fait une qui est faite en effet pratique, qui finalement sort de cette masse-là aussi. Et elle est, par rapport à la masse numérique, elle a une personnalité soudainement. C'est intéressant justement de les traiter comme une sorte de masse informe, parce qu'on est dans le point de vue, dans un premier temps, du gardien de phare, qui voit finalement, il voit pas d'individualité dans ces créatures qui fondent sur lui, il tire dans tout ce qui bouge. Effectivement, il y a un côté très jeu vidéo, etc. Il shoot dans tout ce qui bouge, sans prêter attention au fait qu'il y a une individualité derrière. Et le fait d'en avoir une qu'on ressort, qui par rapport aux autres d'ailleurs est habillée, par exemple, il y a plein de choses qui permettent de la différencier des autres, et de lui donner soudain une individualité. Et du point de vue pareil du gardien de phare, elle a une individualité parce que lui s'y attache d'une façon peut-être perverse, malsaine, mais en tout cas il s'y attache, il y voit quelque chose derrière elle. C'est peut-être d'ailleurs ce qui fait que sa démarche est encore plus cruelle, parce qu'il a totalement conscience du fait qu'il y a une individualité derrière ça. Et c'est hyper intéressant finalement. L'effet, il y a un effet positif, si je puis dire, à cet effet, ce truc un petit peu négatif du traitement numérique des créatures, c'est qu'il y a quand même celle-ci qui ressort d'autant plus. Et je trouve ça hyper intéressant malgré tout en fait. Et on va y revenir justement. Je pense qu'on peut peut-être basculer dans la zone spoiler dès maintenant, comme ça on va pouvoir justement un petit peu s'intéresser à cette partie concernant vraiment la créature en tant que telle et les créatures. Donc écoutez, allons-y, plongeons tête, c'est la première si je puis dire, au cœur de cet océan spoilerisant, si on peut l'appeler comme ça. Alors justement, qu'est-ce que tu voulais rajouter peut-être sur, et puis je rebondirai ensuite sur la partie un petit peu spoiler pour le coup. Bah ouais, on va spoiler gaiement, justement dans l'idée du double, parce que finalement les deux fonctionnent comme des doubles, un petit peu de doppelganger. On aurait presque pu imaginer qu'il aurait pu, enfin que des personnes, enfin on aurait pu avoir une lecture, bon c'est très vite pas possible, hein, comme quoi il y aurait vraiment qu'une seule personne en fait, et voilà. Mais bon, vu le début justement, Xavier Jeance il nous interdit cela en nous montrant l'arrivée et tout. Ça nous interdit cela. Alors que si on avait vu les deux commencer à interagir alors qu'il vient de débarquer, on aurait pu imaginer en fait qu'il est seul et se parle à lui-même et qu'il agit en double. Parce que le personnage de Friend, enfin l'ami, c'est vraiment c'est celui qui va devenir Gruner. Mais de facto direct, parce que Gruner n'est pas Gruner. Gruner, c'est celui qui a disparu mort du typhus. C'est lui qui a perdu pied et qui remplace lui-même. En fait, c'est une boucle. On est dans une boucle ici. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est l'héritage et le destin, et donc celui qui débarque va devenir Gruner, et à la fin il devient Gruner, et à chaque fois donc il y en a un qui tue l'autre et qui prend la place de l'autre quoi. Ça montre bien d'ailleurs l'humanité, voilà, on peut pas cohabiter même quand on est que deux, en fait on finit par être seul. C'est un message assez intéressant ça, et t'as ce côté là qui renforce la folie, en fait c'est une malédiction. Cet endroit, t'as un peu l'impression que tu ne peux que sombrer dans la folie. Pourquoi? Parce que déjà c'est des gens qui quittent la société, donc déjà ça allait pas très bien dans leur tête, ils ont besoin de se ressourcer, mais se ressourcer où? À un endroit qui ne leur appartient pas. Au final, quelque part cette île, c'est un petit peu l'île des créatures qui défendent un petit peu leur bastion, hein, quelque part, hein. C'est leur endroit, c'est leur territoire. Et donc forcément, à un moment, la cohabitation s'avère très compliquée, surtout quand on ne prend pas vraiment le temps de communiquer. Et pourtant, celui qui débarque apprend à communiquer avec la créature principale, Anéris, parce qu'il se passe quelque chose entre les deux, mais de facto, vu la situation avec l'autre, c'est impossible en fait. Il ne peut pas y avoir de lien entre la créature et l'homme. On peut pas parler d'animal là, c'est un moment de l'hybridation, c'est une créature. Peut-être les descendants de l'Atlantide, on peut toujours imaginer n'importe quoi, etc. C'est une civilisation qui peut être intelligente, qui l'est à sa façon en tout cas. Et donc évidemment à la fin, il ne peut en rester qu'un. C'est pas Highlander, mais c'est l'île au trésor du phare là. C'est vrai qu'il y a l'île au trésor de Stevenson d'ailleurs à un moment
C'est Highlander sans le H, c'est Highlander écrit Islander. Ah, mais c'est magnifique, ça. C'est magnifique. Et c'est vrai que cette fin est terrible, et bon, ça confère aussi au fait que le message est-il là d'ailleurs, l'humain au fond de lui, s'il est complètement en perdition et tout, ne peut que devenir un monstre. Enfin, et le vrai monstre. Donc, d'où la citation de Nietzsche au début. Après, tu vas pouvoir faire plaisir sur Nietzsche, là, je sens. Et j'espère que du coup, pendant ce temps, ton petit chien qui est tout mignon et tout, restera à la Nietzsche. Voilà, je voulais faire la blague, hein, évidemment. J'ai fait la même avec mes premières spèces cet après-midi, à un moment, donc je sais pas pourquoi. C'est la journée. Faut dire qu'on enregistre un vendredi soir, donc vous imaginez notre état. Et c'est vrai que la situation de Gruner avec cette créature, c'est terrible, parce que il y a une histoire d'attachement, mais une histoire d'esclave sexuel, hein. C'est une violence absolue. Il y a presque un côté, c'est pas pareil, côté shakespearien de Tempest avec Prospero et Caliban. Il y a cette idée-là aussi, l'exil sur une île et l'utilisation d'eux. Et c'est vrai que moi je trouve ça déchirant, parce que il y a aussi le côté, alors c'est le misanthrope qui a une double personnalité, c'est que il déteste tout, mais il a eu envie de s'attacher à cette créature. Et à un moment, cette créature, voilà, enfin tout ce qu'il y a autour. Et cette créature, peut-être qu'il en peut plus, mais il dit, personne ne peut me quitter, voilà, c'est le roi, en fait, des lieux. Il s'est autoproclamé roi d'un endroit qui ne l'appartient pas, et il s'est, on va dire, approprié une créature qui ne l'appartient pas. Faut pas s'étonner, du coup, que les monstres, enfin, les créatures l'attaquent. Et on comprend pourquoi ils attaquent, tout simplement. Et en fait, c'est toute une question de perception. On en revient à ce que tu disais, c'est une question de perception. Et dans le film, les créatures ne sont pas des méchantes créatures qui veulent tuer les humains. Tout simplement. Et ça, on le comprend très vite, hein, de toute façon. Ça joue là-dessus, parce que il y a pas un suspense, mais très vite, on rentre dans la folie, et puis en fait, du point de vue du narrateur et tout, qui va être obligé d'épouser la folie en face, parce qu'il n'a pas le choix. C'est un peu la contamination humaine, en fait, hein, quelque part. Hein. Il veut partir. Parce que... D'ailleurs, il veut partir. Voilà. En fait, il peut pas. Et elle veut partir. La créature, à un moment, elle veut s'émanciper. Ça qui est intéressant, d'ailleurs. Et le personnage principal est intéressant parce qu'il a cette, effectivement, tu parles des points de vue, il a cette pluralité de points de vue, en fait, selon son évolution dans le récit. C'est-à-dire que quand il arrive sur l'île, il a son point de vue à lui. Comme il est obligé, en arrivant sur l'île, puisqu'il ne connaît rien, il est obligé finalement de faire confiance au point de vue de Gruner. Donc finalement, au moment où les monstres commencent à attaquer, ce que l'on perçoit, c'est le point de vue de Gruner, parce que pour le coup, le personnage principal dont on épouse le point de vue doit faire confiance au point de vue de Gruner. Et au moment où on le voit découvrir ce que Gruner fait à cette créature, ce qu'on en ressent et l'empathie que lui ressent pour la créature, on ressent dès lors, ça nous transmet le point de vue de la créature. Donc finalement, à travers le personnage principal, il parvient à nous faire découvrir les trois points de vue différents. Celui, encore une fois, de cet étranger qui arrive sur cette île, celui du Gruner qui est ce petit roi, effectivement, son île, qui voudrait quitter cette île, effectivement, mais qui ne veut pas non plus la quitter, parce qu'il est effectivement le maître de son propre petit monde, et puis le point de vue de cette créature, en tant qu'effectivement esclave sexuel, qui traite comme un animal, mais peut-être même encore pire, je pense que même un animal, on ne le traite pas tel qu'elle le traite, à ce point-là. Donc c'est un personnage, et en même temps, effectivement, il y a un attachement. Alors, il y a un truc qu'on découvre effectivement progressivement à travers une photo, notamment, que ce personnage-là a eu une histoire d'amour certainement tragique, dont on apprendra finalement pas grand-chose d'autre, mais ça reste. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Je trouve que le film aussi a cette intelligence-là, et je trouve ça hyper important de ne pas être surexplicatif. Il y a beaucoup de choses qui laissent à l'appréciation du spectateur, et ça, je trouve que c'est hyper important. C'est un film qui est pas en train de, ce qu'on voit beaucoup actuellement, surexpliquer. Tout passe par l'image, et à toi, spectateur, effectivement, de combler les trous. Même si effectivement l'image t'en dit suffisamment pour que ce soit assez clair et que t'aies quand même une image globalement assez claire de ce qui se passe là et de l'intériorité des personnages. Mais en même temps, tu restes actif. T'es pas juste passif à regarder le truc. Mais c'est limite, il y a presque, ça aurait dû être encore plus mystérieux. Tu vois, cette photo, on n'avait pas besoin. Parce qu'on peut comprendre qu'il a brillé pour quelque chose et tout. Mais d'ailleurs, dans le personnage du narrateur du début, on sait pas trop pourquoi il s'isole. Mais de toute façon, ce sont deux personnages qui sont en quête de se retrouver eux-mêmes, mais qui, en se développant dans cette solitude et donc cette folie-là, ont peur de ne plus être. Enfin, dans un sens, ça reprend le poème de John Keats à un moment, qui s'intitule, le poème, c'est When I have fears that I may cease to be. Donc, les peurs de cesser d'exister, cesser d'être. C'est un petit peu ça aussi qu'ils ont. C'est aussi l'ego humain. L'humain, il a conscience d'être. Tiens, alors là, toi qui
Monsieur philosophe, quand même. C'est vrai que l'humain, c'est une créature qui a la conscience d'être, donc qui a peur de cesser d'être. Voilà. On a peur là de cesser d'exister. Et là, dans ce petit royaume au milieu de nulle part, Grunter, il a l'illusion d'être et d'être suprême, quoi. D'être un être suprême. C'est pour ça qu'il sombre complètement dans la folie que beaucoup de monarques ou dirigeants ont eu, hein, même encore de nos jours. Une fois qu'on est au pouvoir, on fait un peu n'importe quoi. On en devient toxique. Même la célébrité rend cela. C'est pas pour rien qu'on voit certains cas particuliers autour de célébrités qui ont vrillé ou qui font des choses pas terribles. Est-ce que c'est dans la nature humaine, ça? Alors là, on va pas non plus faire de la psychologie, mais il est vrai que, en tant qu'être humain, il faut faire attention. Voilà. Quand on veut être, oui, c'est bien, exister, c'est bien, on a peur de cesser d'exister, je pense que c'est naturel, on a tous, à un moment, une fois dans notre vie, eu peur de la mort et tout, et ça peut arriver, mais à parfois, à vouloir sur-être, question de surhomme, non, peut-être, ah tiens, je sais pas. Ah oui, non, mais peut-être, il y a ce que tu dis d'avoir peur il y a cette idée de la volonté de puissance aussi, qui est très Nietzscheenne pour le coup, Oui. Dans le personnage de Grunner, qui est presque une incarnation de la volonté de puissance, hein, donc, D'où la citation de Nietzsche au début, qui finalement peut être raccordée à d'autres-unes de ces thèses, on va dire de ces thèses, de ces réflexions, on va dire. Et c'est vrai que là, on voit la folie des grandeurs ultime, et tout ce qui est autour peut servir pour assouvir cette soif de puissance, quoi. Et l'autre en face, il a beau être poétique, il a beau être là pour se ressourcer, bah il va être contaminé par ça, parce que c'est un être humain. C'est un film, c'est pas un film misanthrope, mais pas loin quand même. Je pense qu'il y a une forme de nihilisme caché aussi sur... Est-ce que le film est nihiliste? C'est une vraie question que je me posais, en fait. Je sais pas si j'irais peut-être... Et en même temps, si on le relie, par exemple, à des films comme The Divide, qui est un film, pour le coup, je trouve profondément nihiliste, je sais pas ce que... En fait, la question que je me suis posée en revoyant le film, c'est effectivement, il y a cette boucle, finalement, Gruner est le devenir de l'ami, pour le coup. Mais le problème, c'est qu'à la fin, on ne sait pas, en fait. Il a quand même lié quelque chose avec les créatures, mine de rien. Je trouve que il s'est passé quelque chose avec les créatures. Il y a eu un contact, il y a eu une trêve d'établi. Donc, à la fin, physiquement, il ressemble à Gruner. On le retrouve de la même manière, puisqu'on vient relever, il y a le navire qui vient voir, il le découvre comme Gruner, nu dans un lit, tout hirsute, avec ses longs cheveux, etc. Mais la question de se dire, c'est est-ce qu'il y a cette extériorité qui trahit effectivement cette évolution? Mais en même temps, est-ce qu'à l'intérieur, ce personnage a vrillé, ou est-ce que finalement les acquis qu'il a pu avoir, notamment dans cette relation qu'il a quand même tissée avec les créatures, la trêve qu'il a scellée avec elles, est-ce qu'il est devenu, malgré tout cela, en fait, il est devenu un Gruner, mais caché sous, si je puis dire, les oripeaux de Gruner, il reste toujours ce personnage qui n'a pas sombré, en fait. C'est une vraie question que je me pose à la fin, si la fin est plutôt positive dans la mesure où il demeure ce gardien de phare et peut-être qu'il va récupérer un nouvel individu qui va venir avec lui et finalement continuer une sorte de boucle plutôt positive, ou est-ce que pour Xavier Ange, justement, il est devenu véritablement Gruner et il est devenu ce monstre auquel il s'était finalement devant lequel il s'était dressé pour justement éviter voilà, c'est une vraie question, mais en même temps, quand on sait effectivement que le début sous-entend que il y a eu un affrontement entre le gardien de phare précédent et celui qui est devenu Gruner, est-ce que cet affrontement est dû justement à une tentative inespérée de Gruner du météorologue de se rapprocher des créatures et que ça s'est passé exactement de la manière? Je sais pas, c'est une vraie question que je me posais, je sais pas ce que tu en penses, si la fin est plutôt négative ou pas. Alors, sur le plan humain, c'est compliqué à dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une note poétique finale avec la liberté d'Anéris, la créature... la créature femelle, est-ce que c'est la seule créature femelle? D'ailleurs, c'est particulier, ça. Il y a une créature enfant, à un moment, voilà, qui est tuée, hein, voilà, au moins c'est clair. C'est-à-dire que l'espoir de l'avenir, en 1914, c'était compliqué en même temps, donc peut-être que c'est ça. Mais à la fin, ça se termine de façon très positive avec Anéris qui décide de s'émanciper, finalement de ses congénères aussi. Ça sous-entendrait que elle-même, elle a subi une forme de toxicité des siens, aussi. Ou alors elle a été corrompue, elle sent qu'elle a, pour partir d'un nouveau pied, c'est une façon de parler, elle est obligée d'aller nager ailleurs. C'est très très intéressant, mais une belle fin pour elle, quand même. Donc finalement, ce qui va intéresser Xavier Jeance à la fin, c'est pas savoir si Gruner, enfin du coup, notre cher ami qui devient Gruner va vriller ou pas.
c'est que peut-être que le fait qu'il sache qu'elle a pris sa liberté va l'apaiser derrière et que il va re-rentrer dans une boucle positive, peut-être. Et va-t-il encore être attaqué par les créatures derrière? Est-ce qu'il doit toujours se défendre? Ouais. Ça, c'est un truc. Je pense qu'il y a cette ouverture finale aussi. Est-ce que la boucle de malédiction est appelée à se répéter de façon perpétuelle, ou est-ce qu'il y a un espoir? Donc, finalement, l'espoir, c'est peut-être cette liberté prise par la créature qui va permettre de libérer aussi la malédiction de cette île. Peut-être. Mais ça, c'est Xavier Jeans. Il a envie de faire une fin. Il n'a pas toujours fait des fins négatives. D'ailleurs, la même année avec Crucifixion, finalement, la fin est un peu niaise, là. Quand on y pense. Il y a une forme de poésie. Il était dans sa période, je finis mes films poétiquement. Dans Frontières, c'est moins poétique, par exemple, tu vois. Ouais. Hein, ouais, mais et dans The Divide, c'est pas forcément très poétique non plus. Mais il y a aussi le final de The Divide. C'est marrant, bien sûr. Dans The Divide. Voilà, il y a aussi une créature humaine cette fois-ci qui prend sa liberté, mais bon. Et une femme en partie, et une femme qui plus est aussi, parce qu'il y a quand même quelque chose en fait de cette un affranchissement du patriarcat, parce que je trouve ça intéressant aussi. Intéressant. Et ça me fait penser effectivement beaucoup à. J'ai un autre film qui m'est revenu hier soir aussi en pensant à ça, c'est Lemb aussi de Valdimar Johansen aussi, pour beaucoup plus récent. Et je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est que on a effectivement ces deux hommes qui sont dans cette sorte d'Éden complètement dévoyé qu'est cette île, se foutent sur la gueule, témoignent peut-être parfois du pire de l'humanité, et on a cette femme qui les observe. Et je dirais même, et pour raccorder avec Lemb, il y a la femme, mais il y a aussi, je pense, ce côté, parce que c'est effectivement, tu l'as dit, c'est une chimère, c'est une hybridation. Il y a une femme qui le regarde, une créature femelle, on va dire ça comme ça. Et puis il y a aussi un animal qui les regarde, mine de rien, parce qu'il y a aussi cette animalité qui est présente aussi, et qui regarde cette humanité, ce truc. Il y a un monstre pour le coup aussi qui les regarde. Il y a cet autre qui regarde ceux qui la considèrent comme étant leur autre. Donc je trouve ça intéressant aussi, en fait, le personnage, il y a ce point de vue-là qui est quand même porté sur, où on prend vraiment beaucoup de temps. Quand on les voit se disputer, s'engueuler, discuter, elle est à côté, toujours un petit peu recroquevillée dans son coin, à les regarder. Et on s'attarde beaucoup, parce qu'elle ne parle pas, donc on s'attarde beaucoup sur ses regards. Et je trouve que c'est hyper intéressant, ça m'a fait beaucoup penser à Lemb, notamment quand on voit le personnage d'Ada, pour le coup, regarder cet Éden dévoyé aussi, qui est cette ferme dans laquelle elle habite avec ses parents adoptifs, et elle les regarde avec son regard d'animal. Et dans Lemb, on prend le temps aussi de regarder son regard à elle, il y a le regard du chien, il y a le regard de la brebis, qui a accouché de cette créature, qui passe sur temps, on filme le chat aussi, qui passe sur temps à les regarder les humains interagir. Et je trouve que c'est hyper intéressant qu'il ait pris le temps aussi, parce qu'elle ne parle pas, et aidé du fait qu'elle ne parle pas, à juste appesantir sur son regard et à comment elle considère ces deux mecs complètement étranges faire des choses qui sont qu'elle ne comprend pas. C'est intéressant parce que c'est l'idée du regard, donc là, regard extérieur non humain sur un humain pour montrer que l'humain est capable du pire. Donc ça c'est intéressant, de se déchirer, et ça renvoie une nouvelle fois à la citation de Nietzsche du début, quoi. Genre, et tu regardes l'abîme, ou l'abîme regarde en toi. Alors là, justement, c'est très allégorique du coup. Elle regarde l'abîme de l'humanité quelque part. Et du coup, attention, c'est pour ça qu'elle prend à la fin, elle a réussi à prendre sa liberté, ce qui est pas mal, parce qu'elle va pas non plus tomber dans cet abîme, elle, parce que justement, c'est pas un humain qui combat les monstres. Par contre, les humains qui combattent les monstres deviennent les monstres eux-mêmes, parce qu'ils regardent l'abîme de leur déchéance en détruisant, quoi, en se détruisant eux-mêmes aussi. Donc la citation de Nietzsche au début, elle fait tout son sens. D'ailleurs, il y aurait presque dû avoir un essai de Nietzsche dans les livres autour. Il n'y a pas peut-être c'est vrai, oui. Qui a été coupé au montage. Ça serait marrant. C'est vrai que j'ai pas vu ça, mais c'est intéressant parce qu'en plus tu parles de cette citation sur l'abîme, je trouve que c'est plutôt assez amusant. Alors c'est plutôt, je pense, une coïncidence, mais mine de rien, le lien avec Lovecraft, avec dans l'abîme du temps, des choses comme ça. Je trouve que la question de l'abîme, c'est quelque chose qui est très commun finalement à se retrouver chez Nietzsche et Lovecraft. De toute façon, pour moi, il y a quelque chose de très proche entre Lovecraft et Nietzsche sur plein de points. Voilà, sur une forme de misanthropie, de nihilisme, etc. Il y a aussi ça chez Lovecraft. Donc je trouve que c'est deux auteurs qui sont finalement très proches à plein d'égards. Et je trouve que avoir cité Nietzsche, parce que c'est un peu le truc un peu tarte à la crème, citer Nietzsche au début de son film d'horreur et de son film fantastique. Oui, alors quand Antonia Bird elle le fait dans Vorace, elle le fait merveilleusement bien parce qu'en plus elle s'amuse de cette citation, elle en tire une blague derrière qui a beaucoup de sens. Et puis parce que le film est extraordinaire et que tout ça est très bien pensé. Et là aussi, je trouve que c'est pour le coup, c'est pas la tarte à la crème de dire je fais un film de monstres, donc je vais citer la citation de Nietzsche dans laquelle il parle de monstres. Et puis comme ça, vaguement, c'est un truc assez basique qui est de se dire voilà, à force de vouloir te rapprocher du monstre, tu finis par en devenir un, à force de le regarder, de le contempler, de le traquer, etc.
Là, ça a beaucoup plus de sens que ça. C'est beaucoup plus fin, en fait, et c'est beaucoup plus fin simplement que de balancer ce truc-là, encore une fois, sous prétexte que j'ai fait un film de monstre, je cherche une citation philosophique avec un monstre et je balance ça. Non, ça a du sens, tout ça. C'est, ne serait-ce que pour la question de la volonté de puissance, c'est-à-dire avec Lovecraft, il y a tout un tas de choses qui sont vraiment hyper intéressants et qui sont très très pensées. Non, mais c'est ça, puis finalement, quelque part, dans le film aussi, les créatures sont des monstres qui combattent les monstres. Parce que les deux êtres humains sont des monstres aussi. De toute façon, il y a cette idée d'eux. Mais quand on comprend pourquoi, on les excuse. Eux, ils sont chez eux. Et ça, là, on en revient à la colonisation et tout. Oui, je pense clairement, voilà, c'est que ces deux occidentaux qui ne se rendent pas compte qu'ils sont, enfin, un en tout cas en particulier, qui se rend pas compte et qui s'approprie un lieu qui est à lui. Et en face, non. Voilà, il n'a pas demandé la permission et tout. Et oui, l'esclave sexuel aussi. Malheureusement, dans la colonisation, il y a eu ça aussi. Donc, évidemment, ça fait ressortir le pire de l'être humain. Et le pire de l'être humain, l'humain devient le pire de lui-même quand il est face à lui-même et quand il s'aliène dans la solitude aussi. Ça aussi, c'est intéressant parce que c'est un travail qu'on peut toutes et tous faire sur nous, ça. La solitude, quand on est face à nous. Bon, ils ont fait ça dans des téléréalités, hein. Quand on isole des gens et tout, souvent, c'est pas le meilleur qui ressort. Mais ouais, c'est intéressant parce que l'être humain est un être social et grégaire qui a besoin d'interagir avec les siens aussi. Enfin, ça dépend qui. Et il paraît que, en vieillissant, il paraît qu'on accepte de mieux en mieux la solitude. Voilà. Mais ça fait beaucoup de philosophie là. Vous allez cogiter en écoutant. Mais ça te donne des idées pour tes cours HLP avec tes élèves. Ah, moi, c'est un truc que je vais, je pense, montrer. Alors, puis, il faut quand même dire aux gens que c'est pas parce que là, on philosophe beaucoup, que le film, encore une fois, a quelque chose, a une sorte d'approche très théorique, très abstraite. Non, pas du tout, en fait. C'est profondément émotionnel. Je pense qu'il y a quelque chose, tu le disais au début, je crois que tu as parlé de viscéralité. C'est un film qui est vraiment viscéral. Oui. Mais c'est justement intéressant parce qu'il passe par ce prisme-là de l'émotion, de la viscéralité, pour justement t'amener à réfléchir après coup. Puis c'est un film qui a l'intelligence aussi de ne pas te dire ce que tu dois penser de lui, et de te laisser, avec les émotions que tu as ressenties, de te questionner sur ces émotions-là et d'en tirer quelque chose, des questionnements tels qu'on est en train de le faire actuellement. Donc c'est un film qui, pour le coup, est très intelligent, en fait, dans cette démarche-là aussi. Ah ouais, c'est ça, mais c'est pour ça que je parlais qu'il convoque à peu près tous les arts et les réflexions derrière. C'est bien. Xavier Jeance, il a maîtrisé un truc, et derrière, on a envie de réfléchir et de penser le film. Donc c'est qu'il a réussi quelque chose. Bon, on va pas se mentir, sur The Crucifixion, bon, très vite on a discuté ensemble, on était contents, voilà, mais bon, le film ne nous a pas hantés pendant pendant des jours avant ou après. Là, Colskin, on peut toujours en parler. Il y a des choses. C'est vrai que sur Farang, quand on y sera dessus, peut-être que Budapest va nous étonner. Hein. ça serait surprenant. C'est possible, c'est très possible. Et peut-être que Sous la scène aussi, qui va peut-être sortir là au moment où ce podcast est publié, c'est pas loin, va peut-être nous surprendre, notamment sur la personnalité politique qu'on espère se faire dévorer parce qu'on a envie un petit peu. Tant que c'est de la fiction, ça va, ça passe. Mais voilà, non mais réflexion sur la société aussi. De toute façon, Xavier Jeance, il y a toujours une réflexion sur la société dans ce film. Enfin, sur le rapport à voilà, donc la relation entre les gens, que ce soit à travers la religion, à travers un contexte compliqué, que ce soit une apocalypse ou ici la solitude parce qu'on fuit la société parce qu'il y a la guerre qui arrive. Même dans Hitman, il y a voilà, ce personnage qui veut se sortir de cette condition, qui vit sa solitude aussi, hein, finalement, Hitman. Il y a quelque chose il choisit des projets qu'il peut, parce que voilà, il a des commandes et tout, mais je pense il ressort ces trucs. Il y a des trucs qui ressortent. Quoi. Ça fait partie de ces cinéastes qui ont dit oui à certains projets de commandes, mais qui arrivent à essayer d'en faire quelque chose, et qui peuvent, ils glissent des trucs. Et là, Colskin, il s'est fait plaisir. Après Budapest, ça sera intéressant de voir ce qu'il fait dans la comédie, parce que jusqu'ici, on peut pas dire qu'on ait beaucoup ri devant... Quoique Frontière, on peut se marrer. Quand Frontière, avec le personnage des sortes de Jean-Marie Le Pen, sorti de... Non, mais c'est vrai, quand on y pense, c'était un peu amusant par défaut. Il tournait en dérision... une autre folie humaine, tiens, d'autres forme de monstruosité humaine d'ailleurs quand on y pense, et une autre forme de folie des grandeurs, de gens qui se sont appropriés les lieux et qui veulent. C'est intéressant ça d'ailleurs. Finalement, Frontière et Colskin, il peut y avoir des parallèles aussi. Il peut.
Mais ça montre que c'est un auteur, en fait, vraiment. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment des trucs extrêmement récurrents chez lui. Effectivement, il a des thématiques, et même dans des films où il est vraiment plus engoncé, parce qu'il y a des exigences de studio, il y a un cahier des charges, il y a un scénario carrément qu'il doit mettre, et puis on n'est pas d'accord avec ce qu'il a fait, donc on remonte tout ça. Mine de rien, malgré tout ça, on ressent à chaque fois quelque chose de très personnel, en fait. Je trouve quand même il y a des tropes de mise en scène que je retrouvais dans le film, qu'on retrouve, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais il y a notamment le travail sur les plongées zénitales, il y en a pas mal et qui sont intéressantes justement parce qu'elles marquent clairement la frontière entre qui sont vraiment sur le littoral, où on voit d'un côté la mer, d'autre, donc ça permet de marquer la frontière entre le fantastique, enfin ce qui est vraiment l'incarnation du fantastique, la mer, la terre, l'homme, la nature, etc. Il y a tout ce truc là qui est hyper intéressant. Il y a un truc qu'on avait retrouvé, que moi je trouvais être un truc intéressant dans Crucifixion, c'est ces plans séquences, ces travelling plans séquences qui sont un peu impressionnants, qui vont partir d'un plan très large, d'un plan général pour se rapprocher. Là, il y a tous ces plans. Ça arrive 2 fois, il me semble, sur les attaques où on part de ce plan général où on voit l'île et on a donc un travelling en plan séquence qui va remonter, se rapprocher de l'île, puis remonter le long, on va dire, de la façade. Et là, on voit tous les monstres, pour le coup en numérique, qui grimpent le long de la façade du phare. Il y a plein de choses comme ça qu'on retrouve. Il y a ce qu'on avait dit dans Crucifixion qui était bien, qui était un des trucs pour moi qui était réussi sur la forme, c'est-à-dire les transitions aussi. Il y a un vrai travail sur les transitions qui est vraiment chouette. Donc il y a plein de choses comme ça où on sent qu'il s'amuse, et il y a des trucs, il y a des tropes visuelles qui l'intéressent et qu'il a envie de remettre en perspective à chaque fois et qui sont vraiment vraiment chouettes. Une utilisation de pas mal de décors naturels, parce qu'ils ont tourné sur une île volcanique c'est rare, hein, c'est rare d'avoir ce genre de décor là. Il y a des endroits qui n'ont pas été faits en studio. Ça n'a pas été facile, je pense, sur certains moments pour le tournage. Et il y a l'envie de mettre en scène quelque chose dans un cadre naturel, parce que ça aurait été très facile, ou pas, j'en sais rien, de faire ça que en studio, hein, finalement. Ça aurait été un peu dégueulasse pour le coup à certains moments quand même. Là, au moins, on sent les lieux, quoi. Alors, voilà, j'imagine qu'il va y avoir des scènes en studio pour le phare, mais c'est probable, je pense. À moins qu'ils aient tourné parce qu'à un moment, il y a un plan extérieur, on voit, il y a peut-être un vrai phare et tout, je sais pas. Mais n'empêche que, mine de rien, c'est vrai qu'on... Ouais, mais c'est vrai que, justement, malgré ce que tu dis, il y a la magie du cinéma, parfois, peut un petit peu être trahie par des lieux qui font un petit peu artificiels. Là, effectivement, cet univers-là, cette île-là, eh ben, elle fonctionne, elle existe, elle est concrète, parce qu'on voit que tout ça est fait vraiment en pleine nature, en décor naturel, et ça fonctionne hyper bien. Et c'est même, je trouve, grâce à ça que l'île devient effectivement un personnage à part entière en fait du récit. Et le phare en particulier aussi, c'est pour le coup ça donne quelque chose, pour revenir sur le mot que tu disais, de très viscéral, de très concret, de très palpable. Et comme c'est un film sur la nature, je vois difficilement comment on peut faire un film sur la nature quand cette nature n'est qu'une reconstitution de la nature. Là, pour le coup, c'est vraiment super bien foutu. C'est vraiment très très beau. C'est comme Farang, hein. Farang, il va tourner sur des décors naturels et on le sent. Voilà, ça se sent. Il aime bien quand même, hein, le palpable. J'imagine pour Crucifixion, ils avaient tourné en Roumanie aussi certaines scènes, donc. Il a envie quand même. De toute façon, je pense que Xavier Jans, à travers son cinéma, il veut voyager aussi, il veut tenter des expériences. Hein. Est-ce que Budapest, vraiment, ils ont voyagé aussi? Je pense que oui. On vérifiera. Mais puis sous la Seine, bon bah là, il va peut-être moins voyager du coup. Mais dans un sens, s'il a tourné vraiment sur la Seine, c'était une autre aventure particulière. Une aventure. J'espère qu'ils ont pris des petits cachets et tout avant ou après. Non, mais ils sont tombés dans la Seine. Parce qu'il y en a qui ont peut-être osé se baigner dedans. Mais non, mais voilà, c'est intéressant. C'est un cinéaste qui a une carrière atypique, hein. Mais là, pour le coup, une carrière unique aussi. Il y a quelque chose. Et puis sa carrière est en train de, mine de rien, là, Farang a été bien salué. Il y a quand même des choses intéressantes là. Pour Xavier Jans. Et il arrive à faire les films qu'il a envie de faire, visiblement. Parce que là, ça va être 3 d'affilée. Enfin, 4 Budapest, c'était plus une commande. Je crois que c'est plutôt un film de potes. Hein. Il a fait à Miami avec ceux qui ont écrit l'histoire et tout. Et je crois d'ailleurs qu'il y a peut-être dire une bêtise, mais il me semble que c'est grâce à Budapest aussi un petit peu que l'idée de Farang a germé. Il doit y avoir des membres de l'équipe technique en commun. Mais bon. Puis on sait qu'il a travaillé sur une série aussi. Sur Gangs of London avec Gareth Evans, pardon, ouais. Qui a donné Farang un peu derrière, un peu directement. Donc voilà, il se sert de son expérience, hein, Xavier Jans aussi. Là, il a pas peur, voilà, il a pas peur d'avoir fait un film sur Netflix. Il a raison d'essayer. Il essaye. En tout cas, je pense que c'est un grand expérimenteur. Enfin, il expérimente beaucoup.
Et il a pas peur de se planter, je pense aussi. Je Oui, pense que c'est ça qui fait que finalement il est content de faire ce qu'il fait. Il aime faire ce métier, ça se voit. Quitte à se planter des fois, et je pense qu'il assumera cette vautrée sur certains trucs. C'est pas grave. Je pense qu'il a des expériences suffisamment difficiles. Voilà, il s'est déjà relevé de situations difficiles, donc je pense que maintenant il a plus grand chose à perdre par rapport à d'autres choses qui ont été beaucoup plus dures à vivre et à poser. Et je pense que quand il sort un film comme ça qui est aussi abouti que Colskin, ce sera le cas pour moi de Farang aussi, que je trouve un film qui est très abouti aussi à plein d'égards. Je pense que s'il compare par rapport à ce qu'il a pu vivre avant sur des films comme Hitman par exemple, même Crucifixion aussi, mais je pense que Hitman est peut-être le truc le plus traumatique peut-être qu'il a dû vivre dans sa carrière. Je pense que voilà, il s'est relevé, je pense qu'il a peut-être fait plus dur. Maintenant, il s'installe et je trouve qu'il commence vraiment à s'installer. Et ça, c'est vraiment chouette à avoir des liens, à avoir tissé des liens avec d'autres réals. Je pense effectivement à Gareth Evans, qui est quand même un mec qui, dans le cinéma d'action, a quand même maintenant une aura assez singulière, et je pense que pour le coup, c'était vachement formateur de travailler avec lui, et ça a donné, moi je trouve, ce qu'il a très bien réussi en termes d'action, hein, vraiment en termes de pur actionneur. Mais on y reviendra, je pense, sur Farang, parce que je trouve que justement, c'est un actionneur, mais avec la sensibilité effectivement de Xavier Jeans, et mine de rien, on pourrait le rattacher à Colskin dans cette manière. Finalement, c'est un réel que je trouve de plus en plus, je vois avec cette Colskin et Farang, c'est un mec que tu sens qui est à fleur de peau aussi. Il y a quelque chose de très sensible, de très émotionnel dans son travail, et que moi j'aime beaucoup aussi, qui me touche en fait, malgré tout ce qui peut foirer parfois ou pas marcher. Alors c'est pas le cas dans Farang, c'est pas le cas dans Colskin pour moi, mais il y a quelque chose de foncièrement touchant en fait dans ce qu'il fait, et il y a une vraie humilité, une vraie générosité dans les émotions qu'il veut transmettre aux spectateurs par le prisme de ses personnages, et c'est hyper agréable, parce qu'ils sont pas beaucoup à faire ça, malheureusement. Non mais voilà, c'est pour ça qu'on est content d'en parler ensemble. C'est un auteur on sait qu'il nous écoute un peu, donc on lui souhaite, quoi qu'il arrive, de très belles choses, et encore de très très belles choses à venir, parce que Sous la Seine, on l'attend. Hein. Voilà. Ah, oui, je pense qu'on va bien s'amuser Sous la Seine, quand même. Je pense que ça va être sympa. Hein. Les Dents de la Mer de Paris, ça va être sympa. Hein. Ah, moi, la patience est grande, hein. Vraiment, je suis très impatient. Un petit film Dents de la Mer à la française, je me demande même si c'est pas une des premières, donc à voir. Voilà, à voir. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on vous comptera dans plusieurs semaines, bien sûr. En décalé par rapport à la sortie, mais il y a moyen qu'il y ait des petits podcasts solo qui traînent sur peut-être que voilà, en apéro. Voilà, en apéro, là, ça nous débouche voilà, il y aura pour plus tard. Du coup, je te propose en tout cas de refermer la zone spoiler, qui a finalement été assez longue. Mais finalement, on a eu des choses à dire dessus. Ça fait pas mal de temps qu'on échange autour de ça. Ça prouve qu'effectivement, c'est un film riche. Il y a plein de choses. Alors, est-ce que tu avais des choses que tu voulais rajouter avant de conclure, ou est-ce que tu sens que je pense qu'on a été bien complet. Ce qui est sûr, c'est que c'est le genre de film qui vous donne envie. Voilà, si vous avez apprécié Colskin, n'hésitez pas à lire du Lovecraft. Voilà, notamment Le Cauchemar d'Innsmouth. Ça, c'est la petite Shadow over Innsmouth en VO. C'est la petite reco, parce que ça va vous faire quelques petits cauchemars. On peut penser aussi à l'adaptation plus ou moins directe d'Agon de Stuart Gordon. De Stuart Gordon, qui était une production espagnole aussi, hein. Oui, c'est vrai. Eh oui, et qui a été tournée là-bas. Donc finalement, quand on y pense, on sent que les Espagnols, ils aiment bien l'horreur Lovecraftienne. Voilà, je pense. Il y a peut-être des ponts dans la production d'ailleurs. Hein, ce serait intéressant d'aller creuser. Et puis les montagnes hallucinées. Les montagnes hallucinées de Del Toro, enfin le projet avorté de Del Toro. Effectivement, je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Quelle tristesse ce projet. Mais peut-être qu'un jour, Del Toro aura la possibilité de le faire. Bon, je crois qu'il a plutôt lâché prise. De toute façon, il y a The Thing, hein, si vous voulez, pour voir les montagnes hallucinées. D'accord. Mais voilà. Non, mais c'est vrai que des films, entre guillemets, horrifiques Lovecraftiens, il n'y en a pas des masses. Donc, il faut en profiter. Bon, il y a aussi, évidemment, ça va nous souvenir d'une émission avec Samir. Il y a avec toi-même et Samir, il y a évidemment L'Antre de la Folie. Hein, bien sûr. Je pense qu'on ne peut pas faire plus Lovecraftien. Mais et puis il y a Colorado Space de Richard Stanley aussi, que moi j'aime beaucoup, mais oui, bien sûr, évidemment, Event Horizon aussi, tiens. Event Horizon, il y a un côté Lovecraftien spatial. Ah bah évidemment, oui. C'est un peu nanardesque, mais c'est tellement bien, avec un Sam Neill comme vous l'aurez jamais vu. Quoique si, dans L'Antre de la Folie, en fait, quand on y pense. Je viens de capter qu'il avait fait ces deux films, tiens, à l'instant. Ouais. C'est très amusant. Mais oui, et puis bien sûr, Stuart Gordon, il a fait autre chose, niveau Lovecraft. Oui, en plus, bien sûr. Reanimator. Non, mais voilà. Non, mais il y en a beaucoup. Il doit y avoir des petits trucs bien fauchés, un peu dégueux, mais qui doivent être sympas aussi. Bon, il y a eu des Cthulhu, série Z, je sais pas quoi, là, je crois. Donc... Mais tout à fait.
Et James Wan qui veut s'attaquer à un film Cthulhu, je crois. Il me semblait que c'était dans les rumeurs. Oui, j'ai cru entendre ça, effectivement, à un moment donné, oui, effectivement. Et j'ai peur qu'il ne fasse que produire et que, voilà, bon, parce que, bon. Mais bon, Malignant aussi pourrait être un film Lovecraftien, peut-être, j'en sais rien. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Mais de toute façon, peu importe, Cold-Skin, ça va un petit peu au-delà de Lovecraft, quand même, aussi, c'est un peu littéraire, et ça fait réfléchir sur l'humanité, et pour les profs de philo, c'est bien aussi, pareil. Tu as fait un truc très bien. J'allais te demander des petites recos en lien avec Lovecraft et tu l'as fait automatiquement, donc c'est incroyable ce qui vient de se passer. En tout cas, je vais te remercier du fond du cœur, Julien, pour ce beau moment, discussion et d'échange, comme d'habitude, somme toute, autour de la filmographie de Xavier Jeans. C'est ça, on n'arrête pas d'échanger sur... On a eu ce magnifique moment projet Blair Witch aussi, qui je te le dis, mais je l'ai peut-être pas dit en privé, mais c'est peut-être un de mes meilleurs moments de duo sur YouTube. Voilà, ça me touche énormément. Parce que l'émission très bien préparée aux petits oignons, et en même temps rajouter la ricotta et tout dessus, là, c'était formidable. Et puis bah oui, on se retrouvera aussi bientôt, toi et moi, pour parler de Mickey sur ma chaîne, Takashi Miike, qui est un autre auteur. On enregistre dans quelques jours, on enregistre en plus. Voilà. Et c'est très particulier, un auteur lui aussi très riche. Alors là, pour le coup, lui dort jamais. Mais c'est intéressant parce que le film dont on parlera, sans spoiler, à moins qu'il soit déjà en ligne ou pas, mais bon, vous vérifierez, ça va nous parler parce que c'est dans le domaine scolaire, donc ça, on a hâte. Voilà. On a hâte. Enfin un film de prof. Enfin un film de prof. Là. Ah, ça va être beau, je sens. Après, c'est le domaine scolaire japonais, c'est pas tout à fait le même, hein, quand même. Oui. C'est Battle Royale, peut-être, ça vous dit quelque chose. Ça fait mal, quand même. En tout cas, grand merci à toi. Et puis on se retrouve effectivement très bientôt sur ta chaîne. Je mettrai le lien en description si jamais vraiment la vidéo est sortie. Peut-être, mais en tout cas, ce sera présent dans la description. Et puis on se retrouve de toute façon très bientôt pour la suite de la carrière de Xavier Jeans, puisque de toute façon, je pense qu'on va essayer quand même d'instaurer un petit rythme pour arriver assez vite finalement à son dernier film, pour pas être finalement trop éloigné, on va dire, de la sortie, pour être à peu près d'actualité, si je puis dire, dessus. Autant en profiter. Peut-être, c'est vrai qu'il y a aussi le dernier Bustier-Mori, puisqu'on avait fait aussi la filmo d'Alexandre Bustier et Julien Maury, qu'on n'a pas eu le temps de critiquer. J'ai pas encore vu de toute façon, mais ce sera intéressant aussi, pourquoi pas, de faire peut-être une petite parenthèse à un moment donné. Il arrivera peut-être Alexandre Bustier et Julien Maury pour pouvoir discuter un petit peu de ça et finir la filmographie. Mais finalement, au bout d'un moment, quand ça va sortir, comme on va arriver au bout, on fera au fur et à mesure peut-être la suite de leurs aventures. En tout cas, voilà, un grand merci à toi, Julien, et puis à très vite. Puis merci à tous de nous écouter comme d'habitude. N'hésitez pas en commentaire à nous en dire plus sur... J'espère en tout cas que vous avez vu le film, que ça va donner envie de voir en tous les cas. Et puis des gros bisous à tous. Et puis merci Julien encore. Bisous, merci Romain. Et à bientôt. Bisous, à bientôt. Salut.